Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Florent. Bonjour, comment vas-tu ? Écoute, super, merci de m'accueillir dans tes beaux locaux à Rennes. C'était un régal ce matin de me lever à 5h45 pour prendre le train de Paris et arriver à Rennes en début de matinée. Mais les locaux sont tellement chouettes, ton accueil était tellement sympathique que je ne regrette pas m'être levé aux aurores. Vraiment très sympa de venir jusqu'à Rennes, en Bretagne, et effectivement nous interviewer, parce que je crois que tu as d'autres interviews dans la région. Effectivement. Et en tout cas avec grand plaisir pour échanger ensemble et aider tes auditeurs à progresser sur certains sujets qu'on abordera ensemble. 100%. En plus, du coup, le thème va être hyper intéressant et j'ai hâte du coup que tu me racontes toutes ces histoires. Et aussi, avant qu'on commence, pour te saucer un peu et pour que ton ego du coup soit bien, genre t'es une des personnes qui m'a donné envie de faire des RH. C'est vrai ça. Quand j'étais étudiant en RH à l'époque, j'étais même étudiant en droit et du coup je voulais me reconvertir en RH, changer de fin d'études. Et du coup, t'étais une des personnes qui à l'époque sur Twitter était hyper visible. Tu parlais l'autre jour de ton compte Twitter d'ailleurs, de ta micro-entreprise que tu avais fermée et autres. Ouais. Et c'était une des personnes, je me suis dit genre je veux être comme cette personne-là parce que c'est ouf d'être RH et stylé. Pour moi, c'était pas compatible, tu vois. Les RH, c'était des gens chiants, horribles, insupportables, qui avaient aucun intérêt, avec qui tu voulais pas parler. J'avais une vision très 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 négative des RH, c'est pour ça que je voulais les faire, tu vois, pour les changer de l'intérieur. Et t'étais une des personnes qui du coup m'a donné envie de faire des RH, donc merci et bravo à toi. Et c'est gentil. Je me suis éclaté sur Twitter à une époque. Aujourd'hui, je m'éclate beaucoup moins, honnêtement. Oui, de toute façon, il y a plus. C'est devenu un peu tristoun, je trouve. Mais effectivement, je me suis éclaté sur Twitter avec d'autres professionnels RH. J'étais loin d'être tout seul, mais effectivement, il y avait une grosse communauté RH. Thomas Chardin, Laurent Brois était extrêmement présent aussi. C'était chouette. C'était vraiment assez sympa, ouais. C'était une belle petite époque, mais du coup, voilà, c'était un petit mot préparatoire où tu m'as donné envie de faire des RH, donc bravo à toi. Et j'ai fait un bon choix, tu vois, parce que je m'éclate aujourd'hui dans ce domaine. Du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais en 1 minute te faire une petite présentation un petit peu de qui tu es, vraiment la base de la base? Ouais, écoutez, moi je suis Florent, je suis breton, même si j'ai pas toujours vécu en Bretagne. On pourrait revenir si t'as envie dans mes différentes vies RH. Je suis marié, j'ai un enfant qui s'appelle Thomas et qui est collégien, donc je découvre l'univers de TikTok, WhatsApp, etc. Et les réunions parents-prof. Voilà. Et les réunions parents-prof, j'adore. Et voilà. Et à côté de ça, effectivement, j'ai longtemps été RH en entreprise. Je suis pas RH de formation, pour y revenir aussi si tu veux. Et puis j'ai créé plusieurs boîtes en RH et la dernière s'appelle We Feel Good. Mm-hmm. Et donc je suis le fondateur et le cofondateur et le dirigeant de We Feel Good, qui est une agence marque employeur. Alors j'aime bien dire aussi expérience candidat et expérience collaborateur, parce que marque employeur c'est un concept assez large. Mais tout dedans, ouais. Mais effectivement on accompagne nos clients privés et publics sur toute leur stratégie effectivement de visibilité pour attirer, recruter, intégrer, fidéliser, engager. Voilà, donc c'est ça mon quotidien aujourd'hui et c'est déjà plutôt ça occupe. On t'appelle si on a besoin d'aide en marque employeur aujourd'hui, c'est même si c'est le mot que t'aimes pas, mais c'est ce qui parle le plus aux gens. C'est un mot que j'aime bien, mais c'est intéressant parce que le mot marque employeur parle pas toujours pour tout le monde de la même façon, selon la taille d'entreprise, selon le background RH ou selon le background communication marketing des personnes. Mm-hmm. Mais on va travailler effectivement sur l'expérience candidat, l'expérience collaborateur et plus largement effectivement toutes les stratégies. Voilà. Ce que je ne fais pas, ce que j'ai fait à une époque, c'est la partie cabinet de recrutement. Ouais, que tu ne fais plus. Là, je ne fais plus tout de cabinet de recrutement. La chance, tu recrutes plus. Je recrute pour moi-même, c'est un autre sujet. Qu'on abordera du coup en fin d'épisode, restez jusqu'au bout. On est toujours dans la préparation, est-ce que du coup tu pourrais me dire un peu une chose que tu aimes dans la vie, chose que je pose à chaque invité, c'est quoi la chose que tu aimes le plus ou les choses si tu penses. Ouais, parce que ce que j'aime bien dans la vie en fait c'est plutôt des états d'esprit j'ai réfléchi à cette question-là et quelque chose qui est pour moi ce sont les personnes qui osent, qui tentent,
qui bousculent voilà. Donc ça peut être des entrepreneurs bien sûr, mais ça peut être aussi des salariés, ça peut être des managers. Bien sûr. Il y a pas besoin d'être entrepreneur pour oser. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, ce sont les personnes qui osent effectivement fonctionner différemment, quel que soit leur secteur d'activité. En RH encore plus parce que effectivement c'est mon univers, mais de manière plus large, des gens qui sont inspirants et qui osent changer notre regard. Quelqu'un de célèbre qui est Elon Musk par exemple, que j'admire par un côté que je peux détester par contre, pour être très honnête, mais effectivement c'est quelqu'un qui n'a pas peur des standards, et je vois le monde de l'automobile donc, qui est quand même assez vieillot, assez sclérosé, et qui est arrivé en disant moi je bouscule tout ça quoi. Et ça je trouve ça vraiment juste génial. Donc des gens qui changent, j'aime. Qui casse les codes. Ouais. Donc du coup, tu aimes bien la phrase « on a toujours fait comme ça ». C'est ta phrase préférée. Et ouais, voilà, c'est d'où le podcast. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais d'où le podcast que j'ai qui s'appelle « On n'a jamais fait comme ça ». Effectivement, où l'idée c'est d'interviewer des personnes qui pensent notre métier RH de manière différente pour permettre à des professionnels RH de changer leur paradigme. Parce que des professionnels RH, tu te rends compte aussi, qu'on soit RH dans un grand groupe avec tous ses plus et ses moins, ou qu'on soit des fois RH tout seul dans sa PME avec tout à gérer, etc. Des fois, on n'a pas la même vie RH en fait. Donc voilà. Trop bien. Et inversement, est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans la vie ? Ouais, alors j'aime pas les gens qui se plaignent et qui subissent. Les Français quoi. Ouais, les Français. Et il y a une phrase que je déteste, c'est on n'a pas le choix. Alors, faut que je tempère parce que on n'a des fois pas tous la même vie, tous la même jeunesse, toutes les mêmes chances, des fois malheureusement quand on est, pour être très très clair. Mais quand je vois des personnes qui sont un peu gâtées, un peu privilégiées, comme nous Français on l'est quand même globalement, bien sûr. Dire on n'a pas le choix. Si, pour moi t'as toujours le choix, tu dois assumer tes choix. Et effectivement la vie et qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, on passe son temps à prendre des décisions A ou B qui vont changer effectivement notre journée, notre vie des fois, comme toi tu l'as fait en changeant de métier, en changeant de profession. Et voilà, donc les gens qui se plaignent et qui sont dans leur canapé à râler, ça me saoule. Sans pour le coup changer, prendre des actions quoi. Ok, dernière question pour toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu aurais ramené ton objet fétiche? Ouais, j'ai ramené mon objet fétiche. Alors, je sais que tu habites Paris, mais je ne suis pas parisien. Donc t'es pas parisien et donc les gens ne verront pas, mais je fais un petit peu de bruit. sur mon trousseau à clé, il y a mon porte-clés fétiche qui est droit au but, que j'aime beaucoup à titre perso, et qui est aussi le slogan de l'Olympique de Marseille. Donc je suis un fan de foot, je suis un fan de l'OM. Voilà, chacun ses problèmes. Voilà, moi c'est celui-là. Voilà, pourquoi ? Parce que j'adore le foot et j'ai longtemps vécu à Aix-en-Provence. Et donc quand on aime le foot, qu'on vit à Aix-en-Provence, on va au stade Vélodrome, et on devient amoureux du stade Vélodrome. Et voilà. Ils vont comment cette saison à Marseille ? Je suis pas du tout le foot. C'est pas foufou quoi. Égal à eux-mêmes quoi. Ouais, dans le top du panier, mais sans faire un truc. C'est pas foufou. Il y a eu mieux. C'est pas Lens quoi, genre en mode on vient de loin et on défonce. Lens c'était mieux l'année dernière. Cette année c'est pas ouf. Mais bon, ils ont revitalisé toute une ville. Donc c'est mon petit objet fétiche. Trop bien. Voilà. Trop bien. Merci pour ça. Du coup aujourd'hui le thème qu'on a choisi c'est un peu le vie ma vie d'entrepreneur RH, parce que du coup aujourd'hui tu es entrepreneur depuis un bon paquet d'années. Ça fait quoi, 7 ans, 8 ans? Depuis 2016. Depuis 2016, donc du coup ça fait 8 ans que tu es entrepreneur. Et donc tu vas nous parler de ça à travers du coup différentes choses. Mais la première chose que je voulais avoir c'est déjà pourquoi tu vas avant d'être entrepreneur tu avais une vie de RH, mais avant ça tu faisais encore autre chose. Donc avant d'être RH, comment du coup t'es rentré dans le monde des RH? Tu faisais quoi avant de faire des RH, et comment t'es passé devenu RH en cours de carrière? Et là, c'est quelque chose qui a radicalement changé ma vie. En fait, je suis pas du tout RH de formation. J'ai 0 diplôme en ressources humaines. Comme beaucoup de gens. Voilà, donc je suis fils de prof. Je suis fils de prof. Et donc je m'étais juré quelque chose en étant fils de prof, c'est de pas être prof. Et donc j'ai fait des études. J'étais pas trop mauvais en maths physique, donc j'ai fait des études d'ingénieur. Enfin voilà, mais sans réellement savoir ce que je voulais faire honnêtement. Et donc j'ai fait des études d'ingénieur et en microélectronique exactement, un truc très très pointu. Mais qui est porteur aujourd'hui. Qui est extrêmement porteur. Et déjà à l'époque, j'ai été recruté, on préparait du recrutement à l'époque. J'ai été recruté par mon employeur. C'était vous avez un diplôme, vous n'êtes pas trop bête, signez votre CDI. Comme aujourd'hui, un peu des fois sur certaines professions. On pourra en parler du recrutement il y a quelques années quand même. Et j'ai eu la chance d'être embauché par une super boîte qui s'appelle ST Microelectronics. Et chez ST Microelectronics, pardon, je faisais du développement
je faisais de la crypto pour cartes à puce, exactement, ouais, très, très précis. Enfin voilà, je faisais du code pour sécuriser les cartes à puce. Et puis après, je suis devenu manager d'une petite équipe. Et en fait, je suis allé voir ma RH, que je connaissais pas bien à l'époque. Et j'en souviendrai toute la vie de cette femme-là, qui s'appelle Monique Donadieu, et que j'estime beaucoup. Et j'étais la voir en lui disant, grosso modo, je m'ennuie, je sais pas quoi faire de ma vie, et je vais peut-être partir. Aide-moi. Ouais, je vais partir. Et elle m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, je te paye un bilan de compétences. Et je ne savais pas ce que c'était qu'un bilan de compétences, honnêtement. Et donc j'ai eu la chance que mon entreprise me paye un bilan de compétences. Et est arrivé 2 métiers possibles. Et avec du recul, c'est assez rigolo. 2 métiers possibles, les ressources humaines et le marketing. Et intéressant du coup. Ouais. Et j'ai fait, mais c'est quoi votre délire? Parce que je n'y connais rien en ni un ni autre. Moi, j'étais vraiment basé sur les compétences techniques. Bien sûr. J'y connais rien en fait dans ces métiers. Et en fait, j'étais basé donc à Rousset, près d'Aix-en-Provence. Ouais. Et la chance que j'avais, c'est qu'à Rousset, il y avait la DRH du site, mais il y avait aussi la DRH France, un peu corporate. Et il créait un poste de campus manager, de responsable relations école France. Trop bien. Et c'est comme ça que j'ai intégré le monde DRH en étant responsable relations école France. Trop bien. Mais il y avait un lien du coup avec ton parcours d'étudiant avant. Et oui, parce qu'il cherchait en fait un jeune ingénieur. C'est ça. Qui peut parler aux ingénieurs. Qui peut parler aux ingénieurs. Trop bien. Alors on parlait pas trop d'alternance à l'époque, on parlait plus de stage ou de CDI pour rejoindre effectivement les usines de ST Micro en France. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans les ressources humaines. Et puis après, j'ai évolué dans ce groupe sur plein de fonctions RH en France, à l'étranger. T'as fait un peu un job, tu sais, dans les devs, on parle de DevRel qui du coup gère les communautés de développeurs et parce que du coup c'est des développeurs et développeuses donc ils savent parler à leur pairs. C'est un peu pareil du coup c'est le même esprit. Du coup c'est génial en fait parce que c'est hyper précurseur du coup à l'époque d'avoir ce côté on prend quelqu'un qui sait parler aux gens et pas quelqu'un qui est dans les bureaux toute la journée et qui n'a aucune idée de ce que c'est l'ingénierie. Et oui, et donc forcément ça, moi quand on me parlait de VHDL qui est un langage, oui je connais moi en VHDL donc je savais ce que c'était. Et tu pouvais expliquer comment c'était utilisé dans la boîte, etc. Et voilà, c'était beaucoup plus facile pour en parler effectivement et d'attirer des jeunes à faire leur stage ou de chercher leur premier emploi. Trop bien. Du coup, t'as eu différents parcours ensuite en RH et on fait si tu veux, un petit ellipse sur cette partie-là. Oui, bien sûr. T'as été RH et au bout d'un moment, tu t'es dit, vas-y, j'arrête et je vais entreprendre dans les RH. Pourquoi? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma dernière expérience RH, j'étais chez Groupama en Bretagne. Et chez Groupama en Bretagne, j'étais en charge du développement RH. Donc j'avais plusieurs activités, la marque employeur, le recrutement. Là, c'est l'époque où j'étais sur Twitter, beaucoup sur Twitter. Exactement, ouais. Et il s'est passé 2 choses dans cette belle entreprise. Ils m'ont payé une formation très orientée intrapreneuriat. Donc il m'a fait découvrir effectivement ce sujet de l'intrapreneur. Et donc j'ai travaillé sur une start-up en e-santé, donc rien à voir effectivement avec les RH, mais en parallèle de mon job. Et second sujet, je gagnais plutôt correctement ma vie dans des grands groupes. Je suis pas très flambeur à côté. Et donc je commençais à mettre mes économies, à jouer au business angel, à mettre mes économies dans des boîtes. Et donc je fréquentais des entrepreneurs et qui me disaient écoute, t'as mis un billet de quelques milliers d'euros dans mon entreprise, c'est chouette, mais j'ai des problèmes de recrutement. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit attends, moi j'ai un job. Je peux pas t'aider, ouais. Enfin, tu peux donner des conseils. Ouais, je peux donner des conseils, et puis j'ai pas de structure juridique. Éventuellement, tu connais une ou deux personnes. Je peux donner des conseils, des cabinets, j'en connais, etc. C'est ça. Et puis je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose parce que pourquoi ils viennent me voir alors qu'il y a déjà des prestataires sur le marché. Et puis j'ai échangé avec l'un de mon futur associé, François Goujon. On était tous les deux membres de la NDRH, tous les deux au bureau. Donc on travaillait ensemble au bureau de la NDRH Bretagne-Est. Lui était le président, moi le trésorier. Et puis en échangeant tous les deux, lui m'a avoué la même chose qu'il me disait. C'est en fait, j'ai envie de quitter ma boîte et de créer ma boîte. Voilà, de partir, de plus être salarié, de créer mon entreprise. Du coup, il est sur la même longueur d'onde tous les deux. Ouais, sur la même longueur d'onde. Et du coup, c'est comme ça qu'a été créée notre première entreprise en 2016 qui existe toujours, qui s'appelle Happy to Meet You. Trop bien. Et du coup, j'allais te demander justement quel a été ton plus grand, enfin, en gros, le plus grand succès et le plus grand échec, parce que du coup, tu as créé plusieurs boîtes. Mais avant ça, avant de revenir du coup sur Happy to Meet You, qui je pense, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est ton plus grand succès, mais tu me diras si je me trompe. Mais sur l'association, tu vois, genre, comment ça s'est fait? Parce que c'est toujours important et tu vois, nous, c'est un sujet qu'on vient souvent. T'as des gens qui nous disent, par exemple, avec Élise, comment on s'est rencontrés, comment ça marche, comment tu lances le début. Qu'est-ce qui fait pour toi le succès de l'association au début? C'est quoi, genre, les 2-3 clés hyper importants à avoir en tête quand tu veux travailler avec quelqu'un, entreprendre avec quelqu'un? Ouais. On a passé beaucoup de temps, François et moi. Alors, on se connaissait, mais sans se connaître. C'est ça. Parce qu'on n'avait jamais travaillé réellement ensemble. On avait travaillé dans un ensemble au bureau de la NDRH. Donc, c'est un petit peu différent comme concept, mais on se connaissait. On était alignés, par contre, sur la vision que l'on avait en 2016 du marché du recrutement,
des notions de transparence, d'authenticité et des cabinets de recrutement. Donc les valeurs, quoi. Qui étaient pour nous très très vieillots en tout cas. Je vais pas me faire que des tu peux copains. le dire. Je vais pas me faire que des potes, mais en tout cas à l'époque. Ouais, bien sûr. À l'époque, en tout cas en 2016, sur notre marché qu'on trouvait très 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 vieillot. Donc on était aligné sur là où on voulait aller. Et effectivement, on a passé du temps on est allé sur Internet en fait et on a trouvé des questionnaires extrêmement bien faits. On dit vous voulez vous associer, quel que soit le business. Voilà les questions à se poser entre associés. Et on a passé une journée ensemble à se poser mutuellement les questions, comme un podcast, mais sauf que c'était pas enregistré. Voilà, on se posait les questions. Et toi, tu ferais quoi dans ce genre de situation, etc. Pour apprendre à se connaître et de voir si on est réellement aligné. Et ça, cette journée-là, elle est vraiment importante. Moi, j'ai toujours effectivement entrepris à plusieurs. J'ai jamais entrepris seul. J'aurais du mal à entreprendre seul. Je suis pas un solo entrepreneur. Je sais qu'il y a beaucoup de. Oui, ça plaît à des gens, mais bien sûr. Il y a beaucoup de podcasts sur le sujet. Notamment les solopreneurs, tu vois, qui vraiment sont tout seuls. Voilà, et après, c'est des choix et que je respecte, mais c'est pas du tout, moi, ma nature première. J'aime bien entreprendre à plusieurs. Et par contre, effectivement, il faut prendre du temps pour bien 100%. Échanger avec ses associés ensuite. Ouais, trop intéressant à ce côté justement préparation dont tu parles et tu vois, on avait fait un truc similaire où on avait justement fait une sorte de questionnaire on l'avait fait en asynchrone, après on avait débriefé à deux, mais c'est le même principe, tu vois, et des questions à la fois sur les valeurs, sur le mode de fonctionnement, sur le quotidien aussi, tu vois, genre typiquement, est-ce que t'es plutôt lève-tôt, couche-tard et genre de truc, tu vois, genre ça a un impact sur le travail, plein de choses comme ça, quoi. Voilà, et puis comment tu vois ton quotidien. Moi, quand on a créé au départ, c'était un cabinet de recrutement, on sait que c'est un marché local, donc il faut aller dans les soirées, il faut aller dans les réseaux, il faut sortir. De fond. On avait tous les deux une famille, donc est-ce que tu as envie, est-ce que tu n'as pas envie Voilà, on était nous à 50-50, alors on nous a toujours dit de ne jamais créer à 50-0-0-0, nous on a créé à 50-0-0, voilà. Mais bon voilà, on a fait notre vie. Mais on sait qu'effectivement, on va pas minuter le temps de chacun. Donc, 100%. Quelle est ta valeur et quelle est ma valeur pour que l'entreprise elle grandisse. Et ça, il faut se le parler. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu vas détester chez l'autre qui va t'énerver, etc. Faut se poser des questions aussi qui peuvent fâcher, mais le plus tôt possible. Avant de commencer, 100%. Et idéalement avant de commencer. Ouais, ok, trop bien. Et du coup, ensemble, vous avez créé donc Happy to Meet You, qui est donc, je pense, ton plus grand succès entrepreneurial. Ouais, parce que ça. Pourquoi du coup Pourquoi Parce qu'on était en 2016. On était à Rennes. Et on crée un cabinet de recrutement. Et on nous a dit à l'époque, et certains compétiteurs ou compétitrices nous ont dit à l'époque, mais c'est bon, les gars, c'est bouché, il y a déjà plein de cabinets, un de plus, vous nous saoulez, quoi. Et nous, on s'est dit, déjà, on va le faire différemment, avec deux concepts. Donc, dès 2016, on a créé en même temps un cabinet de recrutement et une agence marque employeur. Donc, ce qui était déjà assez différenciant à l'époque. Et sur le côté cabinet de recrutement, dès les premières annonces, et on pourra venir sur l'annonce qui nous a fait décoller, franchement. Dès les premières annonces, on s'est dit, nous, on va donner le nom du client. Recontextualiser en 2016. Même en 2024, il y a plein de cabinets qui ne donnent pas encore le nom du client. Ouais, bien sûr. On va donner le nom de nos clients, on va contextualiser le poste, on va pas faire que juste des bullet points de mission. Une histoire, voilà, on va raconter une histoire, on va marketer les annonces, on va ajouter des vidéos à chacune des annonces. Ouais, ça c'était fou, ouais. Voilà, alors on s'est un peu inspiré de Welcome qui s'était lancé 2015, je crois. Ouais, mais c'est pas les vidéos dans les annonces, tu vois, t'avais plutôt des vidéos sur l'entreprise en général. Oui. Là, du coup, c'est hyper intéressant. Là, on faisait vidéo, vidéo annonce. Pour chaque annonce, on tournait une vidéo qui était assez courte. Alors, au départ, on a fait ça avec notre smartphone. J'en ai vu quelques-unes des tout débuts, c'était rigolo, ouais. C'était, on faisait mais c'est ça. logique, enfin, voilà, c'est ça. Et ça a super bien marché. Et donc, et ça a grandi. Et fin 2022, moi, quand j'ai quitté Happy to Meet You, on était un peu moins d'une cinquantaine de collaborateurs. Oh, mais c'est génial. Voilà, sur 4 villes. En 6 ans, du coup, c'est trop bien. C'est pas trop mal pour un cabinet, cabinet de province. Après, voilà, on pourra toujours faire mieux, on peut toujours dire qu'il y a mieux à faire, mais franchement, je trouve que François et moi, avec les équipes d'Happy to Meet You, on a fait du bon boulot et on a amené une marque qui existe toujours, qui est crédible sur le marché le marché du recrutement. Qui est devenu le cabinet numéro 1 indépendant sur le Grand Ouest, du coup, enfin Nord-Ouest, pas en France du tout, mais sur le Grand Ouest. Voilà. Et ce qui me fait marrer, c'est que les compétiteurs, en tout cas certains qui critiquaient au début, nous critiquaient, sont toujours là. En fait, et c'est là où on s'est dit nous. Oui, ça marche toujours. Mais oui, on n'est pas venu comme concept en disant tiens, je vais passer mon temps à regarder les clients, on s'est deviner les clients des compétiteurs pour les appeler et leur dire viens chez nous, on est moins cher. D'abord parce qu'on était peut-être pas forcément moins cher, on faisait les choses différemment, et on s'est dit on va aller chercher notre clientèle qui nous correspond, aux gens qui
ont envie peut-être aux recruteurs, aux responsables recrutement, aux DRH qui nous sollicitaient, ou aux DG, parce que selon les tailles de boîte, en leur disant peut-être qu'on fonctionne différemment et vous serez heureux chez nous en tant que client, vous ne serez pas heureux dans un autre, et vice versa. 100%. Parce que il faut que chacun trouve sa place, quoi. Trop bien. Voilà. Et voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est mon plus grand succès entrepreneurial parce que moi, je suis assez content. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, donc t'as revendu ça. Ouais, moi j'ai revendu. Et tu gères la partie marque employeur, c'est ça, si je Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que mi-2022, avec François. Moi, j'ai fait le choix effectivement de développer la partie marque employeur. D'accord. C'est une vraie envie que j'avais d'aller plus loin sur ce sujet. En fait, on a fait un spin-off, on a splitté l'entreprise en deux. Okay. Happy2Meet You existe toujours, est aujourd'hui un cabinet de recrutement et un cabinet de conseil en ressources humaines. Et la partie marque employeur est devenue une autre société qui. Mais il y a toujours un lien entre les deux. Je suis sûr qu'il y a des clients qui utilisent les deux. Moi, j'ai plus de parts au sein d'Happy2Meet You parce que j'ai vendu mes parts à François et un grand groupe d'intérim qui est aussi propriétaire d'Happy2Meet You. Et par contre, j'ai repris effectivement l'activité, les hommes et les femmes qui composaient l'équipe marque employeur d'Happy2Meet You pour faire We Feel Good. Mais c'est ce que tu préfères du coup aujourd'hui, donc c'est génial, quoi. Ouais, voilà. Et voilà. J'aime le recrutement. J'adore le recrutement, mais je considère personnellement, voilà, après c'est très personnel, avoir fait un peu le tour du modèle cabinet et j'avais envie de passer à autre chose. Ouais, je comprends. Voilà, je me suis éclaté en cabinet et voilà. Après, c'est ma nature. Hein. Si on regarde mon profil LinkedIn, vous allez voir que j'aime bien créer, changer, évoluer et pas faire un truc pour 30 ans, quoi. C'est pas ma nature. À contrario, du coup, donc déjà bravo parce que c'est un énorme échec. Enfin, c'est hyper inspirant, tu vois, genre. Un succès, tu veux dire, un succès. Succès, pardon, excuse-moi. Bravo, la lapsus, tu vois, déjà dans la partie d'après. Bravo, enfin, c'est ouf d'avoir fait ça, d'avoir construit, comme tu dis, une marque hyper forte, d'avoir eu autant de collaborateurs, collaboratrices, et d'avoir du coup, enfin, d'être sorti d'une bonne manière. On pourra revenir sur pourquoi cette marque elle a pris aussi, parce que le premier poste qu'on a créé. Oui, tu me parlais de ça, en effet, c'est quoi le premier poste Ça, c'était vraiment un super sujet, parce que quand on a créé avec François, on s'est dit, il faut on avait un peu d'entrants, on avait un peu de business, on était tous les deux, et on s'est dit, il faut qu'on aille plus vite, plus loin. Et qu'est-ce qu'on crée comme premier poste ? Est-ce qu'on prend un recruteur avec nous ou est-ce qu'on va travailler la partie communication et inbound marketing ? Et en fait, on a passé une annonce. À l'époque, je me rappelle toute ma vie, c'est que dès le départ, en fait, on n'avait pas le SIRET. Pour être hyper transparent, on peut l'avouer maintenant. On n'avait pas le SIRET. La marque Happy2Meet You n'était pas dévoilée. Et on s'est dit, on veut recruter quelqu'un en stage, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous, pour travailler notre communication et notre inbound. Et donc, on a passé une annonce chez un job board, un ami et partenaire job board, hyper sympa, parce qu'on n'avait pas de SIRET. On passait une annonce HTMY. Recrute un stagiaire, voilà, truc totalement mystérieux. Mais du coup, on n'a pas eu beaucoup de CV, je t'avoue, parce que les gens qui tapaient HTML, ils voyaient rien. Ils disaient, quelle est cette boîte ? Mais on a eu quelques candidats vraiment de valeur, dont une candidate qui s'appelle Lucie de Momorel, qui est toujours chez Happy2Meet You, qui est aujourd'hui en stage, non plus en stage. Le stage de 7 ans, tu sais. Voilà, stage de 7 ans, non. Au bout de 7 ans, qui est en CDI et qui est responsable de la partie inbound marketing de Happy2Meet You, qui a fait un travail formidable. Et ça, je pense que ça a été un vrai succès déclencheur, c'est de se dire, nous, on veut travailler l'inbound recruiting à l'époque. Voilà, comment faire venir des candidats différemment, il faut qu'on fasse la même chose pour nos clients. Et donc, on s'est dit, on va travailler l'inbound marketing du cabinet, etc. Bon, voilà. Ça a beaucoup contribué au succès, mais c'est génial. au démarrage. T'as un buzz initial en fait, qui va après te caler tout le reste, quoi. Ouais, tout à fait. Trop intéressant. Donc du coup, bravo pour ça. Inversement, du coup, est-ce que tu aurais un échec entrepreneurial à nous partager ? Ouais. En fait, voilà, j'ai co-créé 4 entreprises en RH. Et il y en a une qui a pas duré longtemps, qui s'appelle MyMark. Problème de nom, du coup. Alors, non, pas du tout. Mais en fait, c'était rigolo parce qu'en fait, on a créé ça avec une collaboratrice qui était en stage. D'accord. Qui était en stage chez nous, chez Happy2Meet You, qui nous dit, j'ai envie de créer une entreprise. À l'époque, on devait être en 2017 de ce sujet-là. Ouais, donc c'était assez récent, en fait, 2017 ou voire 2018. Ma mémoire me joue des tours. Et en se disant, il y a un sujet à faire pour accompagner, tu vas voir, les managers et les recruteurs et les RH à être présents sur LinkedIn et communiquer sur LinkedIn. T'étais en avance de phase. Voilà. Et donc, on a créé ça avec cette jeune femme.
On était tous les 3 associés, mais c'est elle qui portait le sujet. Nous, Bien sûr, on avait, j'étais là pour aider. voilà, Ouais. on était là pour porter, et puis elle était dans nos locaux, etc. Ok. Bon, on s'est vite rendu compte qu'à l'époque, il y a plein de gens qui disaient ah ouais ça m'intéresse, et puis quand on leur disait bah c'est payant, et bah non j'ai pas d'argent. Pas Donc, déjà, besoin. Pourquoi j'irais créer une marque personnelle voilà. sur LinkedIn, Et voyons. pourquoi je paierais pour qu'on m'aide à faire mon profil et des C'est posts ça. sur LinkedIn. Donc je me suis dit mince, donc déjà un premier sujet, donc déjà économiquement c'était un peu bancal. Et puis jusqu'à un matin où elle est arrivée, elle nous a dit ah faut que je vous parle et tout. Et en fait j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de devenir naturopathe. Et là j'ai fait, je me rappelle de François, c'est une chouette jeune femme. Ouais. C'était son choix. Et après nous on est entrepreneurs, et donc moi je peux que respecter aussi ça. Bien sûr. C'est- Ouais, un choix de vie différent. Parce que je me dis, bah mince, elle nous plante en fait quelque part, mais d'un autre côté, elle a envie de faire ça. Je ne suis pas naturopathe, je n'y connais rien, ça m'intéresse pas, donc je vais pas pouvoir continuer. Et elle a abandonné. Elle nous a revendu ses parts, elle est devenue naturopathe, on est resté avec ça, on s'en est pas occupé. Bon, on a dit, Oui, bien sûr, on va filer évidemment. la boîte, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est un échec. Après, on n'a pas perdu des tonnes Oui, bien d'argent. sûr. Ouais. Mais t'avais plein de choses. Tu vois, tu peux voir que le marché n'était pas présent encore à non, l'époque. le marché, je pense, n'était pas assez et mature. t'avais une personne qui même n'était pas aujourd'hui, prête à. Enfin, je vois aujourd'hui, et je vois des personnes qui entreprennent Ouais. pour aider les RH et les recruteurs Laurent à communiquer. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a du travail. Il y a beaucoup Bien de sûr. choses à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup, que ce soit un Laurent Brois sur les recruteurs ou une Charlène Emery qui travaille et qui accompagne effectivement les salariés Bien sûr. à être des ambassadeurs. Je pense qu'il y a pas mal de taf sur ce sujet. 100%. Bah, tu vois, nous, on le voit, chaque formation qu'on fait, quand on parle d'inbound, on parle toujours de LinkedIn. Et en effet, les gens, des fois, partent d'assez loin. Ça dépend des boîtes. T'en as qui sont plus matures que d'autres. T'en as qui, tu vois, genre, ont déjà un programme ambassadora, qui savent déjà l'intérêt que ça a. Par contre, d'autres qui partent de zéro et qui sont encore au pourquoi je devrais avoir une photo corpo, tu vois, et avoir une bannière qui n'est pas un ballon de rugby. Enfin, je grossis le trait. Oui. Mais du coup, c'est des choses assez intéressantes. Donc, en effet, t'étais à l'époque en avance de phase qui, des fois, arrive, Voilà, c'est la vie. Et c'était pas le bon. C'est pas la vie. Peut-être que demain, tu pourras relancer ça, tu vois, genre, ça reprend, on sait jamais. Tu reprendras My Mark et Ouais, je pense que je sais même pas si la marque, on l'avait déposé, je crois, à l'époque. J'aime bien les trucs anglo-saxons, moi, donc. ouais, j'avais remarqué qu'il y avait un lien en effet. Tout est en anglais. Après, on nous critique Elise-moi parce qu'on parle franglais, mais là, tout est nom de boîte en anglais, franchement. Mais des fois, j'ai des reproches par rapport à ça. Bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas créé une boîte avec un nom français? Ouais, c'est classique. C'est ouais, voilà. D'abord, je fais classique ce que je veux, français. c'est ma Tu vois, tu boîte. parlais des gens qui se plaignent en France. Voilà. C'est un truc classique de français de pourquoi c'est en anglais. Voilà. Bah juste, ça sonne peut-être mieux, tu vois. Genre Happy to meet you, ça donne plus que ravi de te rencontrer. Ouais. C'est quand même. En plus fait, on simple. voulait créer Nice to Meet You à l'époque, pour Ouais. être très transparent, sauf Ouais. que c'était déjà déposé. Sûrement. Voilà, et qu'on pouvait pas le déposer. Trop bien. Ouais. Ça veut faire Please to meet you aussi pour référence musicale, mais bref. Écoute, trop bien. Merci pour ça. Et du coup, c'est marrant parce que dans tout ce que tu dis là, je remarque une chose et c'est une deuxième partie donc vous l'aborder, donc ça tombe très bien. C'est en fait entrepreneur et recruteur, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, Oui. mais genre beaucoup quand tu y penses. Après, tu pourrais dire avec beaucoup de métiers. Quoique naturopathe et recruteur, je sais pas s'il y a un lien, tu vois. Naturopathe et entrepreneur, oui, parce que quand t'es naturopathe, t'as ton compte, Oui. mais naturopathe et recruteur, pas trop. Un truc qui se ressemble beaucoup, du coup, c'est la manière dont tu vas avoir tes clients / tes candidats. Aujourd'hui, tu en parles beaucoup des termes d'inbound et d'outbound en recrutement, donc qui sont des termes du marketing qu'on utilise en recrutement. Là-dessus, donc entre recruteur et entrepreneur, est-ce que tu penses que c'est la même chose d'aller attirer des candidats et d'aller attirer des clients? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont liées? Et si oui, c'est quoi? Alors, je pense que les deux sont nécessaires. Donc déjà, ça c'est une vraie conviction. Il faut savoir effectivement travailler son outbound et travailler son inbound. Je pense que les deux vraiment sont indispensables parce que sinon, miser que sur l'un ou que sur l'autre, quand on est recruteur ou entrepreneur, je pense que c'est un peu délicat. Bien sûr. Après, il y a de quelle manière on le fait, parce que faire de la chasse par exemple pure, quand on est en cabinet, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Selon les métiers, c'est délicat. Il y a des métiers qui sont extrêmement difficiles aussi à trouver. On pense évidemment tout de suite, on va se dire je vais sur LinkedIn, etc. Ouais. Même s'il y a de plus en plus de Français qui sont sur LinkedIn, il y a quand même des métiers où les gens ne donnent pas naturellement un profil LinkedIn. Bien sûr. Voilà, si on cherche des techniciens de maintenance dans l'industrie, Dans la santé, dans l'hôtellerie. voilà. Oui, il y a des techniciens de maintenance sur LinkedIn, mais ils sont loin d'être tous présents sur LinkedIn. C'est ça. Quoi. Et s'ils ont un profil, ça se trouve, ils sont juste pas connectés depuis genre des années. Donc ton message, il passera aux oubliettes. Ouais, voilà. Donc il faut être malin, il faut être stratège. Et moi, je pense qu'effectivement, quand on est en charge du recrutement dans une organisation, il faut se réfléchir et pas juste passer une annonce sur un job board.
les annonces post and pray, tu sais, dont voilà, on parle, le genre post tu and pray, l'annonces ouais, et t'attends que ça se passe. Voilà. Donc l'annonce pour moi est pas morte. Alors Ouais. ça j'en suis ultra convaincu. Les job boards, ça c'est pareil, c'est un vieux poncif. Le nombre de fois on m'a fait les job boards vont mourir, mais ils sont pas morts et je pense Bien qu'ils sûr. ils vont Et pas mourir. beaucoup de gens, Et c'est quand un on gros voit ratio. Ouais. la santé financière d'un Hello Work, d'un De fou. Indeed, de Clever Connect, Ouais, même etc. ceux qui sont personnalisés dans des domaines, tu vois, Voilà. c'est pareil. Enfin, ça marche Et trop bien. voilà, ou des job boards spécialisés. Je vois Lama Compta par exemple dans la comptabilité, Exactement. qui est, Ouais, qui est c'est fou, ça. un excellent job board. Voilà, donc il faut se réinventer effectivement. Et voilà, donc il faut travailler son annonce. Mhm. On pourrait revenir effectivement sur ce sujet-là. Travailler le storytelling de l'annonce, mais juste passer des annonces c'est insuffisant aujourd'hui. Et pour moi, c'est là où effectivement il y a toute cette stratégie aussi d'inbound, où il faut travailler effectivement qui on est, sa marque employeur, Ouais. quelque part le long train, enfin le long terme et le court terme qui est une annonce, parce qu'on a besoin dans quelques jours, dans quelques semaines, quelques mois, et des actions plus long terme. Et c'est là où c'est pas toujours simple quand on est recruteur, parce que on n'est pas formé, on n'est pas câblé, on a des responsables, des managers qui n'ont pas du tout cet état d'esprit, qui vous laissent Clairement. qui vous laisse tout faire. qui vous laisse tout faire. Mhm. Moi j'ai eu la chance chez Groupama, tu vois, quand je suis allé chez Groupama, j'avais la chance d'avoir mon DRH qui s'appelait André, qui était pas un digital du tout, addict, hein, il assumait le fait. Et du coup, te laisser gérer. Ouais. Et par contre, il me faisait confiance sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on était allé sur Twitter à l'époque? Pourquoi Groupama Loire-Bretagne a créé un compte Twitter à l'époque? Groupama Loire-Bretagne recrute un compte recrutement sur Twitter. Lui, il n'était pas du tout adepte de Twitter. Enfin, je pense qu'il est toujours pas. Par contre, ça l'intéressait de comprendre pourquoi on voulait y aller. Bien sûr. Quels les étaient les retombées, arguments, quoi. etc. Et ça, c'était juste une chance d'avoir ce manager qui, sans être expert du tout, Ouais, mais il te laisse la liberté de le faire. avait liberté, et avait envie de comprendre pourquoi tu voulais faire ça, etc. Et ça, je pense que ça, c'est des fois c'est peut-être la plus grande difficulté que peuvent avoir un recruteur en entreprise, c'est des fois leurs responsables. Laissez-les vivre, laissez-les découvrir, laissez-les tester, oser effectivement écrire des annonces différentes, oser écrire oser communiquer de manière différente. Je vois par exemple les clients qu'on accompagne. Certains viennent nous voir en disant j'arrive pas à attirer. Ok, on va très vite nous sur des choses assez basiques. On va commencer. Est-ce que tu as un site carrière, pas un site carrière? Le site carrière, il y a quoi dedans? On va regarder les offres d'emploi. Et des fois, je vois des offres d'emploi hyper traditionnelles. Voilà, l'entreprise qui est toujours leader mondial de quelque chose, qu'on est toujours leader de quelque chose sur un territoire, qui recrute en urgence un profil sous-payé. Il n'y a pas le salaire. L'avantage, c'est 50% de la mutuelle. Et voilà. Et quand je leur dis, mais déjà, il faut retravailler les annonces. Ah ouais, mais si moi, je retravaille les annonces en tant que recruteur, il y a 20 autres recruteurs dans le groupe, ça va se voir et c'est pas comme ça. Mais oui, mais il faut que tu prennes la main, il faut que tu, bien sûr. tu oses. Et t'inspires les autres par l'exemple, quoi. Et voilà. Et je pense qu'il faut oser effectivement modifier les choses pour que peut-être les collègues modifient. Après, il peut y avoir des contraintes effectivement d'outils, d'ATS, etc. qui empêchent. Mais si ton ATS il est pourri, change d'ATS, quoi. Exactement. Oui, ou juste contourne, tu vois. Enfin, souvent les grands groupes, quand tu parles, ils ont des contraintes communication, des contraintes outils. Bah juste tente autre chose. Fais une page Notion à côté. Tu vois, genre détourne en fait. Là, je porte un exemple très concret de quelque chose qu'on fait pour un client qui recrute des opérateurs de production. Il recrute des opérateurs de production sur une zone géographique qui est en Bretagne, sur une ville en Bretagne. Et il a 20-25 postes à pourvoir, cas réel que l'on a vécu. Et qui nous dit, aujourd'hui, je passe traditionnellement par des agences d'intérim, ça va me coûter 2 000 à 3 000 euros par personne, etc. Mais je soigne pas ma marque employeur, ça va prendre du temps, etc. Bon, ok. Effectivement, le site carrière qu'ils ont, il n'est pas du tout aujourd'hui fait pour des cols bleus. Oui, ok. Il est trop complexe, il est en français et en anglais, très corporate, il y a trop de champs, faut créer son compte. Enfin, je te passe les détails. Ouais, je comprends. Tu vois. Et donc, on s'est dit, mais on va travailler différemment. Et effectivement, là, on a eu la chance d'avoir une équipe différente. On s'est dit, écoutez, on va créer une landing page dédiée à ce poste. Dans cette landing page, on va mettre en valeur le métier, on va mettre des vidéos d'opérateurs de prod qui expliquent ce qu'ils font, des vidéos des locaux. Pour postuler, c'est nom, prénom, email 06. Ça suffit. Pas besoin de plus de choses en fait. Voilà. Et donc après, avec une stratégie effectivement de médias locaux, online et offline pour faire venir, on a attiré plus de candidats qu'ils n'en avaient jamais eu par l'agence d'intérim pour 3 fois moins cher. Voilà, en ayant juste travaillé c'est fou. le persona,
Quel est le persona que l'on vise? Comment est-ce qu'il fonctionne? Où est-ce qu'il se cache? Et comment je vais le toucher? Avec quel message? Voilà. Et donc, on retravaille l'annonce, on met une vidéo, on fait créer une landing page. La landing page, elle est mal référencée, mais on s'en fout. En fait, parce que l'idée, c'était de communiquer sur landing page avec des QR codes, du digital, etc. et de faire venir. Et ça fonctionne. Et donc, en parallèle, on peut avoir une stratégie totalement d'inbound, en fait, de faire venir des personnes qui n'auraient jamais imaginé être candidats dans cette entreprise. Et tu les gardes étape par étape. Voilà. De leur simplifier la vie dans le process de recrutement. Une promesse recrutement claire. C'est pas 3 mois. Non, c'est extrêmement clair. Tu postules en nom, prénom, email, 06, donc en un clic, enfin quasiment en un clic. T'es rencontré, méthode MRS de Pôle emploi. On dit France Travail maintenant. Faut que je me mette à 2 jours. De France Travail. Et ensuite, t'y vas, quoi. Go. Voilà. Donc, une promesse expérience candidat hyper simple. Bien sûr. On travaille le persona, etc. On pourra en parler de ce sujet, mais qui est vraiment hyper important. Et on arrête de faire comme on a toujours fait, parce que pour moi, les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Oui. C'est pas parce que si on a essayé 10 fois de poster des annonces et que pendant 10 fois on se dit j'ai pas le retour, le ROI de l'annonce, c'est pose-toi la question. Peut-être retravailler l'annonce, changer de job board, travailler ta communication autour de l'annonce, etc. Enfin, il y a pas mal d'axes. Oui, tu tentes plein de canaux différents. Et c'est rigolo parce que du coup, là, ce que tu soulèves un paradoxe, c'est qu'en fait, les entrepreneurs, du coup, en théorie, quand tu es entrepreneur, ton but, c'est prendre des risques. Mais dans le recrutement, beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas prendre de risques. Et ils vont brider leur équipe recrutement ou RH parce qu'ils ont peur de... La fonction RH, c'est Olivier. Non, c'est pas Olivier. C'est Thomas Chardin, je crois, qui dit ça, que la profession RH est un peu riscophobe. Oui, la profession RH. Mais les entrepreneurs aussi, tu vois, c'est un peu le paradoxe où ils osent prendre des risques pour leurs clients, par exemple, mais moins pour leur recrutement. Oui. Alors, ok, tu te mets à la place d'un entrepreneur qui est plutôt à succès, qui a besoin de recruter, staffer son équipe. Et du coup, les recruteurs et RH souvent vont te dire, mais mon boss veut pas. Ouais. Ça c'est paradoxal, tu vois. Et comment tu expliquerais ça? Ça c'est extrêmement intéressant. Alors c'est plus dur de recruter pour soi. J'avoue, parce que je suis concerné aussi. Ouais, exactement. Et tu vois, on a eu, pour être transparent, on a eu quelques échecs aussi chez Happy to Meet You pour nous-mêmes, en particulier sur la fonction commerciale, parce que c'est pas une fonction qui est facile à recruter. On a plus de facilité à recruter des commerciaux pour nos clients que pour nous-mêmes. Truc de fou. Bien sûr. Oui, là ça touche à un sujet. Alors peut-être qu'il te parle forcément avec aussi ce que tu fais, qui est pour moi la formation. On n'est pas formé au recrutement. Déjà, alors quand on est RH des écoles, enfin la formation sourcing en recrutement, quelques heures, quoi. En formation initiale, il y a pas grand-chose. Et quand on est entrepreneur, on a aussi, là je l'ai découvert aussi en créant en 2016, 12 000 casquettes. Voilà, compta, marketing. T'as plein de sujets à découvrir. Légal. Voilà. Donc après, effectivement, il y a des sujets qui vont t'inspirer ou pas. Moi, le sujet finance, ça m'a pas été mon truc de fou. Par contre, l'inbound marketing, tout de suite, j'ai adoré. Tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre en place pour avoir plus de leads et plus de clients chez Happy. Et ça m'a passionné. J'ai lu des bouquins, écouté des podcasts, regardé des vidéos YouTube, etc. Et sur le recrutement, si on zoome sur ce qui nous intéresse, sur le recrutement, quand tu es entrepreneur, tu as énormément de sujets. Soit tu fais le choix de se dire, ce sujet-là, je le maîtrise pas. J'en ai conscience et je vais le déléguer, soit en externe à des cabinets dont c'est le métier, soit je vais recruter quelqu'un en interne dont c'est le métier et je vais lui faire confiance et je vais faire confiance à mes équipes. Soit tu le maîtrises. Mais le pire, effectivement, c'est des fois les entrepreneurs qui ne le maîtrisent pas mais qui pensent. Exactement. Là, c'est le pire. C'est le pire cas. Ou qui vont recruter assez vite, qui ont beaucoup de biais souvent, qui vont recruter des clones, qui disent moi j'ai fait télécole donc il faut absolument des profils qui ont fait télécole parce que sinon tous les autres ils sont nazes, etc. Je pense que ce métier de recrutement, si on n'est pas à l'aise avec ça, il faut vite le délier. Quand on est entrepreneur, on a tellement de casquettes qu'on peut pas être bon partout. Il faut maîtriser ce qu'on aime faire là où on sait qu'on est bon et là où on n'est pas bon. À un moment, on le fait faire par d'autres, quoi. Bien sûr. Voilà. Où tu te formes. Alors, il n'y a pas de formation de dirigeant aujourd'hui. Nous, on le fait de manière annexe, mais du coup, tu apprends à le faire sinon. Ou tu apprends à le faire. Après, il y a quand même beaucoup de littérature aujourd'hui. Exactement. Si vraiment tu es curieux, honnêtement. Au moins sur les bases. Genre, annonce, post LinkedIn, ça, tu peux trouver Tu trouves plein de choses sur Google. Tu demandes à ton ami ChatGPT. Exactement. Il y a plein de manières. Même ChatGPT, aujourd'hui, tu lui demandes de travailler un entretien structuré. Il va faire des propositions si tu l'alimentes avec du contenu un peu de qualité.
Ouais, si tu tu fais un prompt avec des prompts de efficace, qualité, clairement. tu peux avoir effectivement les bonnes questions à poser, C'est ça. qui ont du sens et qui ont de l'intérêt par rapport à la mission et au profil que tu recherches. Clairement. Mais oui. Mais tu vois, en tant que cabinet, nous on le voyait sur certains quand on était appelé par des clients non professionnels du recrutement, entre des dirigeants qui nous disaient voilà, j'ai besoin de recruter un commercial, je vais prendre ces exemples-là, ils disaient moi je sais pas faire, je vous fais entièrement confiance. Ouais. Voilà le profil que je souhaite. C'est trop bien. Voilà. Donc il fallait qu'on travaille notre découverte évidemment, mais et là il nous fait confiance. Et puis ceux à qui on présentait des candidats et c'était alors je suis plus vieux que toi, mais il y a une vieille pub de la vache qui rit qui arrive, je sais pas si tu connais la vache qui rit. Voilà, il y a une pub cinéma avec un casting pour faire la vache, et t'as toujours le petit, trop grosse, trop grand, trop large, trop machin, trop truc. Classique. Voilà. Ouais. Et t'as ce classique-là du dirigeant, pardon, qui ne sait pas recruter et qui fait pas confiance à son partenaire recrutement, qu'il soit externe ou qui peuvent être interne d'ailleurs. Mais là, du coup, ce que tu dis, t'en parlais tout à l'heure, mais c'est pourquoi c'est si difficile de recruter pour sa boîte? Parce que tu vois, moi, alors avec Élise, on recrute pas aujourd'hui, et on n'a pas forcément envie de le faire, en tout cas à court terme. Mais en gros, t'as ce côté où quand t'es recruteur, t'es frustré parce que tu ne comprends pas en fait ce que vit le dirigeant ou la dirigeante. Oui. Par contre, quand tu changes de casquette, tu te rends compte à quel point c'est galère. Pourquoi c'est si dur de recruter pour soi en fait? C'est si dur de recruter pour soi parce que t'as peut-être plus peur de te tromper en fait. T'as vraiment cette peur là qui est assez forte. Là, tu vois, je vais à l'heure où on enregistre, je vais ouvrir 2 postes au sein de business développeur de Feel Good, un poste plus commercial et un poste plus chef de projet pour accompagner nos clients. Et avec François, on avait la même logique d'ailleurs quand on recrutait chez Happy to Meet You. On était très ouvert en termes de diplômes. On n'était pas arc-bouté sur des diplômes, des parcours. Tu prends même des gens d'université? Ouais. Oh là là, le fou. C'est des trucs de fou, mais moi je fais aussi des études universitaires. Moi aussi, c'est toi que je dis ça. Donc voilà, même d'université de gauche. Hein, voilà. Wow. Donc, de province aussi. Ouais, et de province. Voilà. Genre loin, genre. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des gens bien en province. Et on a fait le choix sur tous nos recrutements, et je fais ce choix-là d'ailleurs aussi au sein de Feel Good, que ce soit pas forcément moi qui recrute en priorité. Okay. Et je m'appuie sur les collaborateurs. Et ça a bien marché. Et d'ailleurs, on l'a vu chez Happy to Meet You, quand ce sont les collaborateurs d'Happy to Meet You qui recrutaient leurs collègues, quelque part, on avait un meilleur taux de réussite que quand c'était... Réussite, tu veux dire à recruter ou une fois qu'ils sont en poste, leur qualité, entre guillemets. Ouais, les deux. Après, à sourcer, on savait faire, mais à que ce soit une réussite, en fait, que le recrutement soit une réussite. Et parce que effectivement, je pense que moi, en tout cas, je peux parler pour moi, je raisonnais plus en entrepreneur qu'en professionnel du recrutement. Et donc je me suis dit, mais attends, c'est un peu ballot, quoi. J'en ai 25 des professionnels du recrutement dans ma boîte. Bien sûr. Et ben on va leur faire confiance. C'est eux qui vont recruter les futurs collègues. Et c'est là où on a fait les meilleurs recrutements, les meilleures pépites, quoi. Donc voilà. Trop bien. Et là-dessus, je suis curieux d'avoir ton avis. T'as souvent et donc en plus, vu que t'as le côté recruteur en RH en interne, t'as le côté entrepreneur. Un truc on galère à chaque fois, c'est définir le besoin. Soit côté la personne qui est à l'origine du besoin, je sais pas, admettons une directrice marketing ou un directeur commercial et inversement, et la personne qui est recruteuse et qui reçoit le besoin. Oui. Des deux côtés, on n'y arrive pas. C'est quoi tes conseils pour comment tu définis un besoin de recrutement? Ouais. Donc je pense que le besoin de recrutement, il faut prendre le temps d'échanger véritablement avec le donneur d'ordre. C'est-à-dire que ce soit en interne, je vois quand j'étais recruteur en interne ou recruteur prestataire, donc pour des clients externes, celui qui m'envoie juste une fiche de poste en disant voilà, là, j'ai écrit la fiche de poste, voilà ce que je veux, 9 chances sur 10 qu'on aille dans le mur, en fait. Et ça, c'était la position qu'on avait chez Happy to Meet You, et la position que j'avais, moi, avant, chez Groupama. C'est, toi, manager, tu m'appelles ce que tu as besoin, et ben, on va prendre le temps d'échanger. Oui. Donc, soit on va Ça dure combien de temps environ? Ah, ça peut durer 2 heures. Ça peut durer 2 heures ou 3 heures. 2 jours. Ah, non, mais on va prendre le temps d'échanger, de comprendre. Bien sûr. Au-delà de qui tu recherches, le contexte. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as déjà recruté sur ce poste? Si tu as recruté sur ce poste, qu'est-ce qui a marché? C'est ça, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Etc. Donc vraiment de faire un check. Enfin, on avait une liste de questions qui était assez large. Et c'était pas juste, ok, alors quelles sont les compétences que tu attends, quelle est la rémunération du poste, est-ce qu'il y a du télétravail, pas du télétravail. Ça, je dirais que c'est les basiques. Parce que ça, c'est ce qui va se retrouver éventuellement dans les annonces, ce qui devrait se retrouver dans les annonces. Théorie. Voilà, en théorie. Et
et puis de toute façon c'est ce dont tu vas parler avec les candidats, mais il y a tout le off en fait, et ça c'est hyper intéressant d'avoir l'échange. Et moi quand j'avais un DRH qui me sollicitait en disant j'ai un manager qui recrute un commercial, et moi j'ai envie d'échanger avec le manager. Toi DRH t'es très chouette, mais en fait t'as ton biais. Et il peut pas connaître tous les jobs aussi non, bien c'est que les gens sur le impossible. terrain. Mais c'est impossible. Donc, sauf si c'est unisectoriel. Tu recrutes que des infirmières, tu sais. Mais oui, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises où il y a du multimétier, et quand t'es RH, faut avoir l'humilité de te dire, je maîtrise pas tous les métiers, je peux pas être expert de tous les métiers, c'est pas possible. T'as la base de tout, mais t'es expert de pas. Voilà. Donc il faut prendre le temps d'échanger avec le manager et de passer 2 à 3 heures à écouter pour pouvoir rédiger effectivement et de faire une synthèse au manager en disant monsieur le manager, voilà, est-ce qu'on s'est bien compris, voilà le profil que tu souhaites recruter, en faisant biais je veux absolument l'école machin ou l'école truc, pour pouvoir se dire ok, le cahier des charges il est clair, et maintenant moi je peux faire mon job de sourcing, de rédaction d'annonces, d'approche, enfin voilà, mes approches d'ailleurs qui doivent être parallèles pour trouver les meilleures personnes, etc. Donc il y a un temps à passer qui est nécessaire. Ouais, sans ça t'as pas de réussite on l'a eu des fois des managers disent mais moi j'ai pas le temps de passer j'ai pas le temps de passer 1 heure ou 2 heures. Et ton recrutement va sûrement galérer. Ok, alors nous, si on t'accompagne, c'est pour toi en fait. Bien sûr. Nous on gagne notre vie, ok, mais toi c'est pour toi. Donc en fait si toi t'as pas une demi-heure à consacrer aux besoins, moi ça m'interroge. Bien sûr. Parce que c'est mauvais signe pour la personne quand elle arrivera, tu vois. Quel type d'entretien tu vas réaliser, l'intégration, comment elle va se passer, parce que non mais voilà, et c'est de l'investissement. Quand on dit qu'un recrutement, alors il y a plein d'enquêtes qui coûtent entre 10 000 et 40 000 euros, il y a un peu tout là-dedans, mais qui coûte cher quand même un recrutement, on sait que ça coûte cher. Même ne serait-ce qu'en temps, en impact sur les équipes, enfin bref. Et donc le temps en amont, effectivement, de bien définir ce besoin, il est, je pense, aussi important pour pas partir sur des actions de sourcing qui sont pas les bonnes. Bien sûr. Et là, tu vois, t'as un truc qui marche bien en argument, c'est que tu dis, ok, tu prends 1 heure maintenant, mais admettons, on cadre mal le besoin, si tu vois des mauvais candidats, tu perdras plus de temps à avoir des gens qui correspondent pas à ton besoin que faire ça au début. Et ah oui, c'est vrai ça, viens, on fait ça. Bah oui, viens, on fait ça. C'est le phénomène que je vois encore, moi, avec des annonces qui sont trop larges, pas du tout précises. Je me dis, mais les gens, du coup, ils reçoivent plein de CV et ils ont le temps de perdre. Ou alors ils le font à l'arrache, ou il y a des biais. Ouais, où ils font des entretiens de précal à l'arrache qui sont pas quali, où ils font des entretiens de précal qui 30 minutes, et puis 30 minutes ils se rendent compte qu'en fait le gars il veut 10 cas de plus que le poste. Écris l'annonce, écris le salaire, arrête de perdre du temps. 100%. En fait, je pense qu'il faut mieux passer du temps à écrire des annonces de qualité, et chez Happy to Meet You, c'était le cas quand j'y étais, c'est toujours le cas. Les annonces sont écrites et les recruteurs prennent le temps d'écrire des annonces de qualité. Bien sûr. Oui, c'est un investissement temps. Mais c'est crucial. Et pour avoir fait quelques formations quand j'étais chez Happy to Meet You à des recruteurs, je disais des fois on passait 2 à 3 heures. Moi je passais 2 à 3 heures à écrire une annonce. Ils me disaient mais j'ai pas le temps. Bah si, parce que tu vas faire ton annonce en 10 minutes, 15 minutes. Et derrière, après tu vas perdre du temps en sourcing, tu vas perdre du temps en tri de CV, etc. Donc fais-le. Voilà. Et aujourd'hui en plus t'as ChatGPT qui peut en plus t'aider. Oui, sur des parties en tout cas. Mais en fait qui peut quand même pas mal t'aider. Pour t'aider, Tu vas ping-ponger avec ChatGPT. Si t'es pas à l'aise, si t'as le syndrome de la page blanche, 100%. qui peut arriver, t'as quand même des outils. Oui, tu lui balances des idées et il te génère un truc rédigé si t'aimes pas juste faire la rédaction, mais au moins t'as les éléments qui sont dedans, quoi. Trop bien. J'ai une dernière question pour toi avant de te poser les questions finales de chaque épisode. Cette question, tu vas t'adresser du coup à des dirigeantes, qui ont créé des boîtes et qui du coup galèrent à recruter. Les conseils que tu leur donnes, c'est quoi? Et c'est aussi intéressant d'ailleurs pour les gens qui écoutent, qui sont recruteurs et recruteuses, parce que c'est des arguments qu'ils peuvent utiliser pour leurs propres dirigeants. Donc c'est quoi les conseils que tu donnes à des entrepreneurs comme toi qui recrutent? Tu devrais un peu résumer tout ce que tu viens de dire. Alors, s'ils galèrent à recruter ou peut-être aussi à fidéliser d'ailleurs, parce que des fois le tonneau peut se vider. Oui. Le premier sujet, c'est que déjà, avant de lancer, alors ça, pour moi, ça c'est fondamental, avant de lancer des actions marque employeur. La marque employeur, elle se doit d'être sincère, d'être authentique, d'être réelle, parce que sinon c'est du fake et c'est du pur marketing. Travailler déjà vos process RH, déjà avoir des process RH de base. C'est quoi vos process de recrutement? Quels sont vos process de recrutement? Quels sont vos process d'intégration? Quels sont vos process d'offboarding? On va en parler. C'est un sujet qui me gratte beaucoup, etc. Enfin voilà, de bien travailler tout ça. Alors, soit on a la fonction RH qui permet de travailler, soit on l'a pas, selon la situation de la boîte. Mais peu importe, on doit travailler ces process. On doit déjà être clair sur qui on est, etc. Deuxième sujet, c'est un difficulté de recrutement, c'est, à mon sens, ayez
une page carrière digne de ce nom. Aujourd'hui, ça peut être fait rapidement. Ça peut être fait rapidement. Une page Notion, voilà, ça peut être une page Notion. Il y a des outils gratuits. Il y a des ATS aujourd'hui. Je peux en citer plein. Mais il y a des ATS qui permettent de générer des pages carrières et qui sont efficaces. Et simple à faire quoi. Enfin, voilà, pas besoin d'être designer. On pourrait citer au hasard Tim Taylor. On pourrait citer au hasard WeRecruit. Voilà, qui permettent de générer. Oui, ou les Lama Compta dont tu parlais, tu vois, qui sont spécialisés et qui vont donner les infos aux gens qu'on cible. Donc ça, je pense que ça c'est clé. Ouais. Et puis dernière chose, moi j'aime bien voir aussi comment les managers, les dirigeants, on parlait des dirigeants, se comportent en particulier sur les réseaux sociaux et LinkedIn. Et je pense que le personal branding du dirigeant, il est aujourd'hui clé. On sait que 90 ou 95% des candidats, ils vont aller sur le web, ils vont regarder la boîte. Ils vont taper dans Google ou dans un moteur de recherche le nom de la boîte. C'est ça. Ils vont aller sur le site web, ils vont aller sur la page LinkedIn. Ils vont regarder qui y travaille. Et ça, ils sont toujours intéressés de savoir quel est le dirigeant, la dirigeante qui y travaille, qui l'a fondé ou cofondé. Enfin, pour échanger beaucoup de candidats, c'est vraiment comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et quand un dirigeant est pas présent ou peu présent ou mal présent sur LinkedIn, c'est pas top. Je dis pas qu'il faut être devenir influenceur sur LinkedIn et passer ses journées à faire un post tous les jours sur LinkedIn. Ça, chacun son job. Mais en tout cas, d'avoir un minimum de présence, un minimum de parti pris, c'est fondamental. Tu vois, We Feel Good, moi je suis associé avec Olivier Merrill, qui est patron d'MV Group. Olivier, régulièrement, il enregistre lui-même, il s'auto-enregistre avec un smartphone, un truc assez basique, une vidéo sur laquelle il affirme ses convictions d'entrepreneur sur le monde du travail, sur le monde du marketing digital, parce que c'est son business, sur sa vision, et il le partage sur les réseaux sociaux. Après, t'es d'accord, t'es pas d'accord avec ce qu'il écrit, ce qu'il dit, pardon. Mais justement, ça, comme ça, il est clivant d'une bonne manière. Si tu rejoins MV Group et ses différentes structures, tu sais effectivement pourquoi tu rejoins. Bien sûr. Toi, avec MV, on a travaillé le site carrière. Le site carrière, il y a 40 pages, il est hyper détaillé. On a fait un site RSE qui est extrêmement détaillé et on explique tout. Voilà. Donc après, on préfère avoir moins de CV, mais des gens qui ont envie de nous rejoindre, que beaucoup de CV parce que l'annonce, elle est un peu faiblarde en contenu, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de présence. Donc, travailler sa présence en tant que comme ou femme, en tant que personal branding, travailler ses process RH, un minimum de process RH, travailler son parcours candidat pour qu'il soit le plus simple possible. Et ça, c'est déjà 3 clés de succès, à mon sens, de recrutement. Après, on pourrait rentrer dans le détail, mais mais il va falloir 4 heures. On pourrait faire exactement un ou deux épisodes. Mais il y a d'autres épisodes de Tam Tam à écouter, je pense, sur tous ces sujets aussi. Mais trop bien, merci pour ce résumé. Et en effet, j'espère que ça aidera parce que les dirigeants et dirigeantes qui écoutent le podcast, il n'y a pas que des recruteurs et recruteuses qui nous écoutent et qui trouveront du coup des clés dans ce que tu dis là. 3 questions pour clore l'épisode que je pose à chaque invité. Tu le sais vu que tu m'as dit que tu écoutais régulièrement Tam Tam. La première, c'est est-ce que tu pourrais me donner un ou alors plusieurs contenus que tu vas aimer et que tu vas recommander? Alors pas non plus 12 000, mais genre vraiment ceux qui sont les plus pertinents pour toi. C'est vrai que il y en a plusieurs. Moi, que je fais beaucoup de veille à titre perso. Ça, c'est quelque chose qui m'a, en tant que conseil entrepreneur. Ouais, toujours en faire. Toujours. En fait, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est vous-même. Bien sûr. En fait, il faut aussi se former quand on est entrepreneur. Il faut faire sa veille, il faut s'intéresser. Notamment quand tu es dans un business un peu innovant. En fait, du coup, tu te dois de me donner le meilleur. Et qu'on soit solopreneur ou qu'on soit entrepreneur associé, peu importe, c'est pas le sujet. Voilà, ça c'est une parenthèse, mais c'est le sujet de ton entrepreneuriat. Et donc, moi, je lis beaucoup effectivement des articles, mais des sites qu'on connaît tous. Welcome to Jungle, franchement, il y a du contenu de qualité. Il y a vraiment du contenu de qualité. Blog du modérateur, j'adore, qui est plus effectivement marketing digital. Trop bien. Mais qui est des fois, pas forcément dédié aux recruteurs, mais qui est très inspirant quand on est. Oui, tu peux l'appliquer parce que du coup, du marketing et sales. Donc pour moi, un recruteur doit lire le blog du modérateur. 100%. Certains me disent, c'est pas de la RH. C'est pas grave. On s'en fout. Au contraire. Lis le blog du modérateur. Bon, moi, je lis beaucoup les Échos, et Madines, que j'aime bien, qui est plus start-up, etc. Très tech, Voilà, mais qui m'inspire. Et puis, un livre que je voulais recommander, mais vraiment que je voulais recommander à tous les recruteurs, à tous les dirigeants, qui est vraiment pour moi le bouquin de ces 3 derniers mois qui est vraiment top. C'est le livre qu'ont coécrit Michel Barabel et Pierre Monclos, qui s'appelle Quand les startups scale up licorne réinventent les RH. J'ai interviewé effectivement Pierre sur mon podcast. Vous pouvez réécouter si vous avez envie. Mais on mettra le lien dans la description. Mais lisez le livre parce que le livre, au départ, on pourrait se dire mais c'est destiné aux RH de startup, pas du tout. Au contraire, c'est lié aux dirigeants. Au contraire, t'as plein d'exemples. En fait, effectivement, ils ont interviewé des RH, des recruteurs de startup, des dirigeants de startup, de scale-up, avec leurs réussites, leurs échecs. Et qu'est-ce qu'on peut appliquer, même quand on est dans une entreprise, dans l'industrie, le textile, le retail, la banque, l'assurance. Pour moi, c'est le bouquin à lire
et à offrir qu'aurait dû être offert au fait. Voilà. Ouais, grave. En vrai, je peux confirmer. Je l'ai lu en décembre okay. en retour de week-end dans le train. Très chouette. Et il y a plein de choses intéressantes. Alors, il y a plein de tips. Exactement. Et ça va pas forcément couvrir à tous les besoins, mais genre, si ton besoin du moment c'est la semaine de 4 jours, par exemple. En parle. Si c'est la transparence des salaires, ça en parle. Et du coup, voir aussi, c'est des sujets qui sont traités parce que ça couvre pas tous les sujets RH. C'est impossible dans un livre. Il faut le faire un encyclopédie. Oui, c'est pas 100% recrutement. Exactement. C'est plus mais RH. Du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de sujets qui souvent sont les sujets que se posent les entrepreneurs, les RH et les recruteurs, parce que pour recruter, il faut que tu sois attirant, et pour être attirant, il faut que tu aies une culture d'entreprise RH qui soit efficace. Donc en fait, ça couvre à tout le monde et tout le monde peut le lire. En effet, donc je suis d'accord avec toi. Livre très chouette que je recommande aussi. On mettra pareil le lien en description de ce livre. Deuxième chose, c'est une personne que tu me recommanderais, que tu aimes et qui. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années le fondateur de Lendix qui s'appelle October aujourd'hui, qui s'appelle Olivier Gouard, qui est un mec en or, qui a vraiment un super entrepreneur, qui a succès, qui est malheureusement atteint de la maladie de Charcot depuis 2020, qui a perdu la voix aujourd'hui, qui connaît malheureusement aussi son destin. Il se bat chaque jour et ce garçon, cet homme, il a décidé de vivre et je trouve ça juste génial. Et il a tourné un film dans son film qui s'appelle Invincible été, très beau sa film. nouvelle vie, à travers une question qui est juste qui est un peu flippante, mais qui est vraiment une question qu'on pourrait tous se poser. Que faire pour profiter du temps qui nous est donné? Parce que quelque part, on a tous ça. De ouf, et c'est la ressource la plus précieuse, c'est ce qu'on dit toujours. Après, malheureusement, on va pas finir notre vie tous au même âge, mais quoi qu'il arrive, le temps est limité et une journée fait toujours 24 heures pour tout le monde, etc. Et pour moi, c'est ma vision des choses. On n'a qu'une vie. J'ai eu un truc perso moi qui m'a fait tilter aussi ce changement de vie. Il faut en profiter. Il faut la vivre. 100%. Voilà, j'ai pas dit la brûler, mais il faut la vivre. Bien sûr. Telle qu'on le ressent, telle qu'on en vit. Quand j'entends encore des personnes se dire, et vraiment c'est un message que je fais passer. Je dis pas que la vie est facile, mais quand j'entends des salariés se dire, moi je viens au boulot, la boule au ventre. Et j'en ai vu moi, même en entretien de recrutement. Je viens tous les jours, j'en peux plus, mais je reste parce que je gagne 4 000, 5 000 balles par mois. Je suis cadre, mais j'ai la boule au ventre de venir. Mais stop quoi. Pose-toi les bonnes questions, finance-toi un bilan de compétences. Bien sûr. Arrête-toi, fais une pause. Et puis si c'est pas cette boîte-là, il y en aura une autre. Ok, des fois on a tous un train de vie, des charges, des remboursements de prêts, des bidules, des machins, des enfants. On a tous des contraintes, très concrètement. Mais vivre avec la boule au ventre pendant des années, c'est juste pas possible. Donc on n'a qu'une vie, autant en profiter quoi. 100%, et ça rejoint ce que tu disais au tout début du podcast, tu vois, où tu parlais des gens qui se plaignaient, genre de la France par exemple. Mais genre quand tu vois le nombre d'avantages que tu as à être en France pour ce genre de choses, enfin tu vois, typiquement aujourd'hui, alors pour l'instant, parce qu'il y a une réforme en cours, si tu m'as compris, mais en gros tu peux créer une boîte en étant au chômage. Il y a pas d'autres pays où c'est aussi facile de faire ça, tu vois. T'es accompagné maintenant c'est un peu par plus l'État. compliqué parce que pour démissionner, il faut passer par un CEP. Exactement. Il y a plein d'autres choses aujourd'hui qui vont compliquer ça, mais en fait il y a plein d'avantages qui peut t'aider aujourd'hui à entreprendre ou même juste à changer de job, tu vois. Enfin le chômage est hyper protecteur en France. Tu peux pas être viré du jour au lendemain et t'as le temps de prendre ton temps. T'as le CPF que tu peux utiliser pour te former et pour faire un bilan de compétences. Ça marche pour les bilans de compétences. Il y a tellement de manières de faire que, comme tu dis, c'est une question de un peu conviction et d'envie de le faire. Sauf si vraiment t'as pas forcément la possibilité financière, t'es pas accompagné par des gens. Attention, je dis pas que c'est facile. Je suis d'accord avec toi. Je dis pas que c'est facile. Mais pour beaucoup de gens, c'est possible. Mais il faut s'entourer et il faut aller voir France Travail, il faut aller voir l'APEC si on est cadre. On a le droit d'aller voir l'APEC même quand on est salarié. Enfin, on cotise à l'APEC en tant que salarié. Et puis les réseaux. Et voilà. Et c'est important effectivement de s'ouvrir. Et si on a un management qui est toxique et que ça nous donne mal au bide, faut pas rester pour des mauvaises raisons, etc. 100%. Et voilà. Donc bon. Non mais c'est une belle. C'est facile. Oui mais je aucun problème pour en parler avec des auditeurs qui voudraient me solliciter sur LinkedIn et qu'on en échange. Mais c'est clé quoi. 100%. Et on va du coup finir sur le programme télé ce soir pour les gens qui nous écoutent et qui se disent mais qu'est-ce que je vais regarder comme film ou comme série, est-ce que t'en as à nous recommander? Ouais, alors je suis pas très film pour le coup. Je suis plus série. Alors j'aime bien les séries avec des personnages dans la durée moi. D'où ce que t'es série. Les séries que j'ai regardées récemment, tu vois. J'ai adoré Lupin. J'ai adoré Sex Education sur alors je sais pas du tout la cible. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre gars. Mais j'ai adoré. Non mais j'ai adoré cette série. J'ai trouvé hyper pertinente. Et puis voilà, moi il y a des séries récentes par exemple d'Argent et de Sang sur Canal+ que j'adore. Il y a la première partie qui a eu lieu avant en 2023, deuxième partie qui va arriver. Voilà, donc c'est plutôt ça. C'est vrai que je suis pas très film, je suis plus série. Non mais écoute, chacun son choix et t'as des bonnes recos à faire pour les gens qui savent pas quoi regarder ce soir. Ils s'écoutent, ils disent
ah tiens, je vais regarder ça. Donc merci pour ça. ces. Je regarde peu la télé en direct. Ouais, non mais logique, non mais c'est. De toute façon, je sais pas s'il y a encore des gens qui font ça, mais Si je regarde Koh-Lanta, je suis fan de Koh-Lanta, voilà, j'avoue. Ouais, voilà, c'est très bien. Il faut des trucs. Voilà. Bah tiens, il y a, c'est quoi, qui va être mon associé qui reprend bientôt sur M6, qui est rigolo aussi comme émission. Ça pour le coup, je pense que c'est vraiment génial, comme, une super émission. Elle est incroyable. Qu'on ait envie d'entreprendre, pas d'entreprendre, qu'on ait envie d'investir, pas d'investir, c'est pas le sujet en fait. Mais c'est intéressant pour comprendre aussi notre économie. C'est vraiment intéressant. Et je trouve que les, on verra cette saison parce que je l'ai pas vu évidemment. Mais il y a Tony Parker dans la jury de la saison 2024. Voilà, il y a des gens intéressants. Et les jurys sont des fois durs. Mais sont extrêmement bienveillants. Pour les bonnes causes, exactement. Et quand on est entrepreneur, si on fait ce lien-là, quand on est entrepreneur, faut pas se mentir. Je me disais, moi, Sandra me dit, je vais t'entreprendre pour être libre. Ouais, alors t'es libre? Oui et non, quoi. T'as quand même des contraintes, tu parles des salariés, et t'as surtout des clients. C'est ça. Et tes clients, ils vont te challenger. Différemment, en tout cas, pas sur les mêmes choses. Voilà. Tes clients, ils te challenge. Tes clients, ils vont te chercher. Des fois, j'ai des collègues qui me disent, mais tes clients, il est chiant. Non, il est pas chiant. Il est exigeant. Bien sûr. Et c'est normal. C'est juste différent. Et ben c'est la même chose qui se passe. Des fois, les questions qui sont posées, on peut se dire, waouh, ils vont les chercher, ils sont durs. Mais en fait, ils réagissent comme s'ils étaient clients. C'est ça, c'est cohérent. Et voilà. Et effectivement, on se rend compte des entrepreneurs qui sont des fois préparés, qui sont bons, qui ont un bon business model, d'autres qui sont moins préparés. Bien sûr. Mais c'est intéressant pour ça. Cette émission, ça révèle justement les coulisses un peu de l'entrepreneuriat et ça évite les questions. J'investis pas les mêmes sommes qu'eux, mais j'investis dans des boîtes. Non. Je propose 200 000 contre 3% de capital. J'aimerais bien, mais non. Tu vois, j'ai des parts dans une douzaine de structures, certaines RH, d'autres pas. Il faut prendre du temps et essayer de comprendre 100%. Et j'investis plus dans les hommes et les femmes des fois que dans le business model pur. C'est souvent ça, quand t'es client et que tu vas acheter à un prestataire de service, c'est parce que t'as une bonne relation avec et pas forcément pour le produit. Ce qui des fois peut être un problème aussi, mais c'est pas le sujet du jour. Merci en tout cas beaucoup pour toutes tes réponses à toutes ces questions. Je t'ai donné plein d'insights hyper intéressants et pour des gens qui recrutent, managers, dirigeantes, recruteurs, recruteuses RH. Donc merci pour tout ça, merci d'avoir fait ce petit tour là. Je souhaite une excellente journée. Bonne continuation du coup de la série d'Argent et de Sang, ça va reprendre bientôt. Et bon repas de télé devant M6 et qui est mon associé. Merci. À bientôt, merci Léo, à bientôt, au revoir. Bye. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.